Bonjour à tous et bienvenue ici sur le site du Printemps du Livre de Montaigu. Nous sommes dans notre Printemps des lecteurs sur TV Vendée en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan. Et j'ai 3 nouveaux participants. Vous savez, on le dit depuis plusieurs émissions, ces valeureux lecteurs de Vendée qui ont accepté de se lancer dans ce petit défi. C'est pas toujours facile de choisir des livres et surtout de venir en parler. Alors, je commence par Jean-Marc parce que ça m'a fait penser à ce que vous avez mis justement, on va en reparler dans le questionnaire quand vous nous avez écrit. Jean-Marc, vous arrivez de Noirmoutier et vous m'avez écrit: je ne suis pas un lecteur qu'on pourrait dire très habitué à partager ses lectures, je suis un lecteur lambda. C'est une expression que vous avez mise. C'est quoi pour vous un lecteur lambda? Un lecteur lambda, pour moi, c'est un lecteur qui ne lit pas forcément beaucoup, qui n'a pas une culture illimitée de la littérature ou dans tous les genres d'écriture. Mais par contre, contrairement à ce que vous venez de dire, j'adore la partager pour ce que je lis. Vous lisez à voix haute parce que vous lisez pour les autres. Voilà, tout à fait, j'aime beaucoup ça. J'ai découvert ça en novembre dans une structure d'accueil de ma commune, à Barbâtre. Et au mois d'avril, ce sera ma 5e lecture à voix haute. Et avec un ami et puis d'autres bénévoles, bien sûr, non seulement on lit à voix haute, mais on lit en musique. Ça, c'est incroyable. C'est une mise en condition de sa lecture. On a aussi Margot qui est avec nous, Margot Carudel. Alors, tu viens d'où? Moi, je viens d'Aubigny, une petite commune à côté de La Roche-sur-Yon. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans, donc je suis en terminale, dernière année de lycée. Une lycéenne avec nous. Et donc, qui vient d'Aubigny. Et puis, donc, on a Margot et on a Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, votre commune, vous, c'est Les Achards. Les Achards. Ok. Et donc, vous vous considérez comme une lectrice très affamée de lecture ou Oui, alors, oui, je lis tous les jours, il me faut des livres. J'essaye d'aller tous les mois à ma médiathèque, en prendre des nouveaux. À chaque fois que je vais en librairie, j'aime bien en acheter. Et puis, à ce salon du livre aussi, c'est mon rendez-vous depuis 3 ans. Alors évidemment, le Printemps du Livre, ici à Montaigu, c'est le paradis. C'est un rendez-vous où vous venez régulièrement? Alors pour ce qui me concerne, c'est la première fois. Ah, c'est vrai, c'est la première fois. Ça fait longtemps que j'ai envie de venir et là, en fait, c'est l'opportunité. Voilà, et c'est extraordinaire. Vous vous êtes baladé un petit peu? Je me suis baladé partout. Après l'émission, j'irai à l'autre zone d'animation qui se trouve à 600 mètres d'ici. Parce que je n'ai pas encore découvert, mais c'est vraiment une manifestation magnifique, populaire, ouais, et très accessible. Non, vraiment, c'est très grand public, oui, c'est ce que je disais en caméra. Oui. Et vous, les filles, vous connaissiez? Moi, c'est la première fois aussi, donc c'était l'occasion de venir. J'étais jamais venue. Et donc, pareil, j'ai pu faire un petit tour avant, et puis je pense aller à l'exposition après à la bibliothèque pour observer, etc. Parce que ça a l'air d'être une très belle exposition. Mais oui, c'est la première fois. Et Léa, c'est pareil, c'était la première? Non, c'est la 3e fois. La première fois, c'était il y a 2 ans. J'étais en BUT Infocom et puis avec ma classe, on devait aider les libraires et les auteurs à vendre leurs livres. Donc j'ai découvert... en plus, vous avez fait les deux côtés. Oui, c'est ça. Visiteurs et puis exposants ou en tout cas aider. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui autour de cette table, c'est vos goûts. Et quand on a eu toutes les candidatures, on a essayé de trouver un petit peu le fil rouge en fait qui vous reliait de manière finalement non voulue entre vous. Et là, on va parler de romans historiques. On va parler de BD aussi. Bref, c'est un peu ce qui vous unit. Le roman historique, alors je parle de ça parce que Léa, il y avait la Marquise des Ambiers notamment, oui, oui, qui faisait partie de ces lectures. Je me demandais, et puis alors il y a le Barman du Ritz aussi, avec vous Jean-Marc, où on est plus sur la Seconde Guerre mondiale. Le roman historique, est-ce que ça peut faire aimer l'histoire, à votre avis? L'histoire avec un grand H. Qui répond? Je sais pas. Qui se sont le plus inspirés? Jean-Marc? Je pense sincèrement oui. Dès lors que c'est romancé avec talent, je pense que ça peut inciter le lecteur, un lecteur lambda comme moi, je reviens dessus, ouais, à s'intéresser véritablement à l'histoire. Sauf que pour ce qui me concerne, l'histoire a toujours été une passion pour moi. Mais je trouve que le roman historique qui s'appuie sur des faits réels, tout en mettant dans le récit des éléments fictifs, mais qui quand même correspond en global à la vraie histoire, c'est quand même ça peut être hyper une porte agréable à d'entrée. lire, et ça peut être une porte d'entrée pour aller plus loin.
C'est pareil, alors avec notre marquise des Ambiers, ça a été le moyen de faire une plongée dans cette période roman en costume. Alors oui, je suis passionnée d'histoire depuis toujours. Et c'est vrai que j'adore les 17 et 18e siècles. Donc quand j'ai vu ce roman, je me suis doutée qu'il allait m'intéresser. Mais oui, le roman historique peut faire aimer l'histoire. Je pense parce que... avant de rencontrer une autrice, par exemple, je n'étais pas tellement intéressée par le Moyen-Âge. Et depuis que je la connais, je me plonge avec plaisir dans cette époque. Alors là, c'est carrément la rencontre avec une autrice qui a permis de vous faire basculer dans cet univers. Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire, en plus, le Moyen-Âge, c'est quand même précis, c'est pas forcément facile d'accès comme période. Qu'est-ce qu'elle a dit pour que vous disiez après, moi, je vais lire des livres sur le Moyen-Âge? Eh bien, ça s'est passé avec son livre. Donc, j'ai emprunté un livre à la médiathèque. La couverture m'intéressait. Et son personnage principal m'a tout de suite parlé. C'était dans une période où j'allais pas très bien et je me suis projetée sur ce personnage. Et j'ai eu par la suite la chance de la rencontrer, de parler avec elle. Et là, je viens de la voir, donc c'est de la voir super. En vrai. Oui. Ah. Alors Margot, moi je regardais là dans la sélection que vous avez faite, c'est Monique Sévade d'Édouard Louis. Comment on résume? C'est pas un livre facile, hein? C'est pas un livre facile. Alors je montre. Il y a plein de petits post-it sur le livre. C'est quoi? C'est des passages qui vous ont marqué? C'est des passages, oui, qui m'ont marqué, aussi des citations que j'ai trouvées réellement pertinentes, qui mettent en avant certains points que l'auteur cherche à mettre en avant par rapport au lecteur. Et c'est vrai que c'est le premier livre que j'ai lu d'Édouard Louis qui m'a vraiment marqué, qui m'a permis de découvrir cet auteur. Et depuis, j'ai continué à lire les autres livres qu'il proposait. Je pense que Monique Sévade, on peut résumer ça un peu comme le livre d'une fuite. Donc c'est la deuxième fuite de la mère d'Édouard Louis qui fuit son deuxième mari qui est violent. Et c'est également, je pense, un livre sur la relation, une nouvelle relation qu'il crée avec sa mère après avoir coupé les ponts parce qu'il vient d'une famille très pauvre. Et pour pouvoir devenir auteur, il a dû quitter sa famille et continuer ses études au lycée, ensuite aux études supérieures. Et donc, il n'avait plus vraiment de contact avec sa mère. Et donc, ce livre, c'est aussi l'histoire d'une nouvelle relation entre une mère et un fils, et aussi entre une amie et un ami qui ont des relations plus amicales que familiales. C'est une autobiographie? Oui, exactement. Avec un livre que tu as emprunté au lycée, je vois. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose que tu conseilles autour de toi? Parce qu'on se dit que quand on est lycéen, c'est pas forcément une lecture facile d'accès. C'est pas forcément une lecture facile d'accès parce que ça parle de sujets qui sont quand même assez difficiles, comme la pauvreté, l'extrême pauvreté, même la définition de liberté qui peut être liée à l'argent. Et pourtant, c'est un livre qui utilise des mots très simples, qui est vraiment le récit de la mère et en même temps les souvenirs de l'auteur, de sa vie d'enfance, etc. Et les mots qui sont utilisés sont plutôt simples, même la formulation des phrases. Et donc c'est un livre qui se lit plutôt facilement malgré le thème qui est un thème important et difficile. Et alors sur les autres thèmes qu'on a évoqués, la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Âge, ça c'est des thèmes qui te parlent ou ça te semble compliqué d'accès? Oui, c'est aussi des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Je suis aussi une grande passionnée d'histoire depuis longtemps. Je n'ai pas forcément cette habitude de lire des romans historiques, plutôt des BD historiques. Par contre, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ça permet de découvrir des moments de l'histoire d'une façon différente que juste se renseigner sur Internet, etc. Tu étudies quelle période historique en ce moment à l'école? En ce moment, j'étudie les crises pétrolières de 1973 et 1979. Mince, moi j'allais faire une transition, je pensais que tu allais me dire la Seconde Guerre mondiale. Ah non, la Seconde Guerre mondiale, c'est fini depuis tu l'as moment. Oui, mais oui, bien sûr, de nombreuses fois. Et je suis sûre que ça, on n'en parle pas quand on étudie la Seconde Guerre mondiale. C'est le barman du Ritz. Parce qu'on apprend que le barman du Ritz, qui est un homme qui a vraiment existé, hein, c'est un personnage, ce n'est pas un personnage de fiction. L'auteur, c'est Philippe Collin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un historien, mais c'est aussi un conteur. Il est sur France Inter et il fait beaucoup d'émissions, de podcasts qui racontent la vie, le contexte et les histoires de personnages très célèbres. Et là, c'est son premier roman.
c'est centré autour d'un personnage exceptionnel, en fait. Cet homme, qui est le fils de migrants polonais qui s'est installé en Autriche, donc lui est né en Autriche, et il est juif. Il est juif et très jeune, il décide d'aller faire sa vie, d'aller tenter l'aventure aux États-Unis. Et là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et par hasard, il va être embauché par un grand hôtel de luxe dans lequel il y a un barman célèbre pour ses cocktails. Et il va le former. Et il va se prendre de passion pour la technique des cocktails. Pas que, mais vraiment ça va devenir, au fil de l'eau, sa spécialité. Donc ça, c'est à la fin du 19e siècle quand il est allé aux États-Unis. Et en 1907, il arrive à Paris parce que Paris, c'est sa deuxième Amérique en fait. Parce que le luxe parisien, il y a un style qui n'appartient qu'à Paris et notamment un hôtel qui le est Ritz. Place Vendôme, le Ritz. Alors Jean-Marc, parlez bien dans le micro parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. Oui, Ouais, c'est vrai, voilà. il y a beaucoup de bruit ambiant, vous avez tout à fait raison. Donc il arrive au Ritz, Il ce arrive au personnage. Ritz et non, il n'arrive pas tout de suite au Ritz. Il arrive à Paris et là, il va ouvrir un bar américain, spécialité cocktail, bien sûr, avec un bowling, ce qui était d'ailleurs une première à l'époque dans la C'est capitale. moderne, oui. Voilà. Il va se faire remarquer, il va commencer à être vraiment connu, puis arrive la Première Guerre mondiale. Et là, il décide de s'engager. Il ne faut pas oublier qu'il est autrichien. Et il décide de s'engager pour la France. Il sera sous les ordres du général Pétain, ça a de l'importance. Il va faire toute la guerre, sortir de la guerre sans aucun bobo. Bon, il y en a eu, il a eu de la chance. Oui, c'est sûr. Et au sortir de la guerre, en 1921, pour le remercier de son engagement, l'État lui donne la nationalité française. Et c'est en 1921 aussi qu'il est embauché au Ritz. Et là, il va commencer à transformer le Ritz en un lieu très particulier par sa patte à lui. Il a une façon de faire, un accueil derrière son bar qui est juste incroyable. Donc il va se faire des amis. Déjà, il s'était fait des amis très célèbres aux États-Unis, dont Hemingway. Et il va se mettre dans la poche, entre guillemets, tout le gratin français, politique, les artistes, les couturiers, voilà. Et donc ça devient un rendez-vous de la culture, Ça ce devient bar du un haut Ritz. lieu du rendez-vous de tous les dandys parisiens, mais pas que les dandys. Des gens célèbres. Churchill aussi adorera boire ce cocktail. Bon, vraiment, il aura une clientèle. Et tout ça, c'est de l'histoire vraie. Hein. Ah oui, donc, c'est ce un qu'on raconte dans le personnage livre. tout à fait... Et est-ce qu'à travers cette histoire, on a un nouvel aperçu de l'entre-deux-guerres donc, parce qu'on a beaucoup de romans sur la première et sur la deuxième, mais c'est vrai que l'entre-deux-guerres, c'est parfois des sujets qui sont moins abordés. Alors très peu, en fait. D'accord. Parce que ce retour sur image, il permet de positionner le roman en juin 40, d'emblée. Mais il faut connaître cette histoire pour savoir pourquoi il est comme ça. Donc quand les Allemands arrivent, en juin 40, lui, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Ben oui. Il ne faut pas oublier qu'il est juif. Mais de quelque manière que ce soit, jamais les Allemands ne pourront découvrir qu'il est juif. Eh, vous nous donnez pas la fin là. Hein. Non, non. Et derrière son bar, et Philippe Collin le disait l'année dernière, parce que c'est un roman qui a 1 an, même pas. Hein. Derrière son bar, en fait, il va accueillir les Allemands comme s'il était dans une tranchée. Il retrouve la guerre de 14-18. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, au début, évidemment, c'est un gros bazar, mais en fait, il va tous se les mettre dans la poche, avec une très mauvaise conscience. Mais c'est là où on se dit, est-ce qu'il faut juger, pas juger? Le Ritz va être en fait la chambre d'écho feutrée de tout ce qui se passe pendant la guerre, mais sans jamais des descriptions de ce qui se passe autour. Jean-Marc, vous avez le mérite, vous avez raté votre carrière de prof d'histoire. Hein. Vous avez le mérite de nous replonger dans la période et ça donne vraiment envie de le lire. Tiens, donnez-le moi que je le montre à la caméra. De toute façon, on va tout remettre les données. C'est vrai qu'on l'a dit dans les autres émissions. Hop, le barman du Ritz. Le grand roman. Et vous aussi, il ne faudra pas oublier de le rendre à la bibliothèque. Hein. Oui, c'est marqué, absolument. hein. Absolument. Des grands consommateurs Je fais de la pub pour la bibliothèque de Barbat. Bibliothèque de Barbat. On va enchaîner parce que l'émission elle avance vite. Léa, alors on va parler on parle duquel en priorité?
Celui que vous voulez. Allez, La Marquise des Ambiers. D'accord. Parce que j'ai remarqué, j'ai fait mes petites recherches là sur l'auteur, Alexandre Laval. Oui. Il est comédien Oui, et écrivain. oui, oui. Et son truc, quand on regarde son profil de comédien, eh ben, il a fait énormément de films en costume, justement, et on rejoint un peu la même période que La Marquise des Ambiers. C'est vrai. J'ai C'est bossé, vrai. hein, vous avez vu. Allez, parlez-nous un petit peu de ce livre. Alors, on suit la marquise Madeleine de Sabran, qui est une maîtresse du régent Philippe d'Orléans. Elle est chassée de la cour puisqu'elle a déplu lors d'un dîner mondain. Et le régent lui demande d'aller retrouver sa fille pour qu'elle se marie à Modène. Donc, elle part sur les routes et arrivée près de Marseille, son carrosse se fait attaquer par le bandit Cartouche. Et elle a plus de moyens de rentrer, donc elle trouve quelqu'un qui lui fait passer la mer jusqu'à l'île des Ambiers. Et puis à partir de là, elle va vivre une aventure incroyable sur l'île avec des combats à l'épée. Elle va trouver l'amour. Et on sent les petits points de suspension derrière votre explication. En gros, c'est prenez le livre pour aller le lire. C'est quelque chose, c'est un livre qu'on vous avait conseillé? Alors non, c'est que, comme je vous ai dit, il y a 2 ans, je me suis retrouvée sur le stand de cet auteur. Et le matin, c'était le vendredi matin, il n'était pas là. Et j'ai regardé la 4e de couverture, elle m'intéressait. Et quand Alexandre Laval est arrivé l'après-midi, je lui ai demandé des explications. Et j'ai pris ce livre parce qu'il m'intéressait vivement. Et puis, au fur et à mesure du salon, on a parlé un petit peu et il m'a conseillé de me mettre à l'écriture. Ah, carrément. Oui, parce que je voulais écrire et grâce à lui, j'ai commencé. C'est un message, alors dites donc, donc c'est le début de votre carrière en fait. Je sais pas, peut-être. Et donc là, vous écrivez sur le Moyen-Âge? Oui, mais j'ai écrit un premier récit de 50 000 mots à peu près que je garde dans mes placards pour l'instant et qui se passe au XVIIe. Vous avez réservé votre place là dans les stands sur le site du Printemps du Livre pour une prochaine édition, alors peut-être. J'espère. Mireille Calmel, alors là son nom évoque beaucoup, enfin on connaît au moins deux noms. Dans le Chant des sorcières, qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Ça c'est l'autre livre que vous aviez cité. Oui, alors ce qui m'intéressait c'est, je voulais changer un peu de registre puisque j'étais en plein dans mon récit du XVIIe, donc je voulais un peu changer. Et ce livre me plaisait assez bien dans ma médiathèque et j'ai pas été déçue. Et le destin du personnage principal, Algonde, m'a bouleversée. Et c'est une femme forte. Et dans ses romans, Mireille Calmel, de toute façon, elle livre un message très fort pour les femmes. Et je me suis prise de passion pour cette autrice, sa plume. Et même si elle malmène un petit peu ses personnages, elle arrive toujours à mettre de l'espoir dans ses romans, donc je m'évade comme ça. Bon. Léa, est-ce que Léa et Margot d'ailleurs, est-ce que vous lisez de la bande dessinée vous? Moi j'adore, j'en lis vraiment tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, la bande dessinée. On va terminer là-dessus avec Jean-Marc. Vous en avez amené plusieurs exemplaires, j'ai vu. C'était dans votre questionnaire. Je ne vais pas parler de toutes les... C'est juste une série. Oui. Très célèbre, ouais, qui s'appelle Les Passagers du Vent. Oui, alors qui remonte, parce que c'est pareil, j'ai fait des recherches. Le premier tome est sorti à la fin des années 70, début 80. C'est ça. Et jusqu'en 83 à peu près, sont sortis les 5 premiers tomes. Ça se passe au XVIIIe siècle. Vous n'êtes pas par hasard autour de cette table, c'est ce que je vous ai dit au début. Et c'est un peu avant les révolutions sur ces 5 tomes. Voilà. C'est l'histoire d'une femme qui est déterminée, qui à la suite d'un quiproquo va vivre un véritable drame dans sa première jeunesse adolescente. Je ne rentre pas dans les détails, mais à la suite de ça, elle va être amenée à voyager entre l'Europe, l'Afrique, les Antilles, l'Amérique, se retrouver en plein cœur du commerce triangulaire, avec une qualité de récit, de dessin et des couleurs également, parce que François Bourgeon, il fait tout. Si je devais le comparer à la musique, c'est un auteur-compositeur, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et cette bande dessinée, elle est juste passionnante.
on a des personnages qui ont énormément de relief. Et cette femme, Isa, elle n'est pas dans son monde. Elle est exclue du monde où elle aurait dû être. Et en fait, elle décide de devenir ce qu'elle veut. Avec une personnalité ouverte, libre. Et elle a un regard sur son époque qui est en avance par rapport, bien sûr, à toutes les horreurs de l'esclavage. Mais il y a tous les points de vue dedans. C'est ça qui est intéressant. Les points de vue des esclavagistes, ceux qui les transportent, ceux qui les vendent, les marins, la très très grande dureté, parce que c'est aussi une saga maritime, à travers les océans. C'est vraiment, moi, le premier tome, quand je l'ai découvert, j'étais jeune, un peu plus que vous, tout de suite. Et avec la particularité, Ça m'a donc capté. on a 5 tomes Oui, qui sont sortis à l'origine. c'est ça. Et ensuite, il y a 4 autres 4 tomes qui autres sont tomes. sortis au début des années 2000, c'est ça? 2008-2010, si mes souvenirs sont bons. Et vous les avez lus ou non? Vous vous êtes Je les arrêté ai à lus ça? et ils sont incroyables. Et là, on retrouve l'arrière-petite-fille d'Isa, l'héroïne. Mais l'exactitude de ce qui est rapporté n'est pas contestée par les historiens. Mais à travers une bande dessinée, le message qui passe, il est incroyable. Il est fort, quoi. Il est très puissant. Et quand on est sur une période en histoire où c'est un peu plus compliqué à apprendre, de passer C'est par vrai que c'est pas mal. Oui. le média, livre, bande dessinée ou roman, ça permet aussi de faciliter un peu les choses, Et il l'apprentissage. a eu un succès incroyable. Incroyable. Mais Eh ceux bien. qui ne l'auraient éventuellement pas encore lu, je le conseille. Jean-Marc, on a Tester, compris. alors. Je crois qu'on a une Margot qui va, Ouais, qui va être ça me tente intéressée. pas mal. Eh ben, en tout cas, merci à vous 3 d'être venus autour de cette table pour parler de vos Merci coups de beaucoup cœur. pour Merci votre beaucoup. invitation. Comme quoi on peut tous, et nous sommes tous, je m'inclus vraiment dans le lecteur lambda dont on parlait au début, Jean-Marc, et parler avec passion de ce qu'on lit, de ce qu'on écrit bientôt ou en cours. En tout cas, et l'idée c'était de vous donner des pistes de lecture, et je pense que là on a un panel encore très très large de toute cette possibilité de s'évader. Parce que quel que soit le sujet, on peut toujours s'évader. Merci Absolument. à vous Merci d'avoir à vous. participé à Merci. cette émission. Mais merci Quant à à vous, donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions de TV Vendée et du Crédit Mutuel Océan sur nos différents réseaux sociaux. Vous allez avoir plein de types de lectures différents à votre portée. À très bientôt sur TV Vendée.